Marine Le Pen a dévoilé hier son nouveau QG, l'Escale, à 2 pas de l'Elysée, et gommé toute référence au FN. Sa nouvelle stratégie peut-elle la porter à la victoire? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Éric Decouty, directeur délégué de Marianne. Bonjour Éric. Et puis avec Karl Meilus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Bonjour Karl. On va découvrir tout de suite les unes de vos magazines. Et on commence avec le Figaro Magazine. Le temps du retour, ce sont les chrétiens d'Orient qui sont à la une. Et puis pour Marianne, ça arrive. Pour Marianne, donc, le candidat du système par Jean-François Kahn. Donc on découvre Nicolas Sarkozy à la une du magazine. Alors on va parler de Marine Le Pen ce matin qui a dévoilé hier son nouveau QG, sa nouvelle équipe, un nouveau logo, presque un nouveau nom. En tout cas le FN ne figure nulle part. Est-ce que c'est un nouveau Front National, Éric Decouty? Ah non. Non, le Front National n'a pas changé. Non, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une stratégie de Marine Le Pen qui est mise en œuvre depuis déjà pas mal de temps, de la discrétion, on parle le moins possible. Grand rendez-vous pour le programme au mois de février, je crois, c'est ça, c'est le 6 février qu'il doit y avoir la présentation du programme. On a un Front National qui adopte la stratégie de l'absence médiatique, en tous les cas de la discrétion, mais sur le fond, rien n'a changé. Rien n'a changé. On voit bien que l'organigramme que j'ai survolé rapidement, on voit que tous les équilibres sont à peu près représentés. On a dit à un moment que Marion Maréchal n'y figurerait pas, et elle est là. Gollnisch est là aussi, tous les équilibres sont là. Et puis, on sait très bien que aussi ce sera Marine Le Pen qui décidera. Hein, ce sera tout ça. Donc, pour l'instant, sur le fond, pour répondre à votre question, évidemment, rien n'a changé. Discrétion le plus longtemps possible, de sorte de ne pas se mêler de cette campagne de la droite, et puis convaincu qu'elle va être au deuxième tour, que tous les sondages lui prédisent. Pour vous, c'est le même FN que celui de Jean-Marie Le Pen, mais habillé différemment? Oui, la vitrine a changé pour la rendre plus attrayante, mais l'intérieur, évidemment, est le même. Je rejoins complètement ce qu'a dit le président Decouty. Ce qui est intéressant, parce que c'est pas la première fois que le nom Front National, comme ça, est un peu gommé, disparaît. Là, ce qui est nouveau, je trouve, c'est que le nom carrément Le Pen a disparu. Marine présidente. C'est Marine présidente. Et je suis pas sûr que ça soit une excellente stratégie. Parce qu'au fond, elle se présente à l'élection présidentielle et on voit bien que sa stratégie-là, c'est de dire je suis qualifiée selon les sondages au second tour et donc il faut que je fasse présidente. Donc je gomme un peu l'aspect des partis, je me présente moi devant le peuple. Et j'ai une stratégie non plus d'agression dans mes propos ou avec les journalistes que je vois moins. Mais à ce moment-là, on ne met pas juste son prénom, parce que ça ne fait pas très présidentiel. On ne dit pas Est-ce qu'il reste beaucoup François président, Nicolas président, non. Est-ce qu'il reste beaucoup d'électeurs de Jean-Marie Le Pen chez les électeurs de Marine Le Pen? Non, mais leur question, c'est pas le fait, bien sûr qu'ils sont là. Le problème, c'est eux qui peuvent être perdus finalement. Oui, le problème, c'est que c'est les autres qui sont venus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que la stratégie, moi, ce que je pense, c'est que la stratégie de Marine Le Pen, dont on l'a dit, la discrétion, mais rien n'a changé. Mais c'est les autres tout autour. Malgré tout, elle bénéficie du fait que tout le monde, que ce soit à gauche ou à droite, ne parle que d'elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne parlent que d'elle ou que d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont mis au centre du débat par tous les autres partis. Que ce soit la droite, où on voit pendant la primaire, quel sera le meilleur opposant à Marine Le Pen. À gauche, c'est la même chose. Donc, elle est en train de bénéficier d'une stratégie, sauf que on ne répond pas. C'est-à-dire que, aussi bien à gauche qu'à droite, on ne cherche pas à parler aux gens qui sont hors l'électorat de Jean-Marie Le Pen, qui sont venus au Front National. Et là, je pense aux classes populaires, aux catégories les plus, qui sont venues vers le Front National. Et on est en confrontation avec Marine Le Pen, mais en revanche, pour ces électeurs, les électeurs qui sont venus, qui grossissent depuis des années les rangs, les bataillons des électeurs potentiels de Marine Le Pen, on ne leur parle pas. Il se passe d'une certaine façon... En se présentant comme candidat anti-système, est-ce qu'Emmanuel Macron ne cherche pas à séduire cet électorat-là? Pour l'instant, Emmanuel Macron, il ne parle pas beaucoup aux perdants de la mondialisation. Hein. Il essaye peut-être de se poser en candidat anti-système, mais la vraie question, c'est que les gens qui de plus en plus votent pour Marine Le Pen, pourquoi ils votent? Ce n'est pas que les électeurs de Jean-Marie Le Pen, le racisme, etc., ce qu'on a connu il y a quelques années. Ce sont des gens qui sont en rupture, ce qu'on appelle les victimes du déclassement, etc. Et ces gens-là, qui sont les nouveaux bataillons, aujourd'hui, à droite comme à gauche, on ne leur parle pas. Emmanuel Macron non plus, pour vous? Non. En tout cas, pas encore. On sait qu'il veut le faire, qu'il veut se présenter comme le candidat anti-Marine Le Pen, qui veut s'adresser à cet électorat. Il a deux stratégies. La première stratégie, c'est d'aller parler dans les banlieues,
directement, leur parler d'emploi, ne pas parler forcément. Il était à Bobigny hier pour cette annonce de candidature. Exactement. Et donc ça, on voit bien cette stratégie-là. L'autre stratégie, de ce qu'on entend, de ce que nous disent ses proches, c'est de dire oui, on va s'adresser aux électeurs du FN en disant non, mais en fait, vous n'aimez pas les immigrés, pas parce que ce sont des immigrés, mais parce que vous n'avez pas de travail. Donc si on vous trouve du travail, vous n'aurez plus de problème avec l'immigration. Si c'est cette stratégie-là, je pense que Marine Le Pen peut dormir tranquille. Hein, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne. Donc, en plus, sachant que l'électorat de Marine Le Pen est un électorat exaspéré par les hommes politiques classiques. Exaspéré par l'absence de résultats et exaspéré par... C'est là où Macron essaye de jouer, en disant, comme Bruno Le Maire, oui, moi, je suis dubitatif. Mais on va voir si ça va marcher. Voilà, c'est ça. Parce que pour le coup, je trouve qu'Emmanuel Macron est quand même très classique. Il ne suffit pas de dire je suis nouveau comme Bruno Le Maire pour que ça change. On a bien vu, on verra bien. A priori, Bruno Le Maire, ça ne marche pas. Il y avait quelque chose d'intéressant ce matin qui est sorti, un rapport, je crois que c'est du Secours populaire ou en tous les cas d'une organisation qui parle de la pauvreté. La pauvreté. Il y a 9 millions de Français qui vivent et qui travaillent, pour certains, qui vivent en dessus ou à la limite du seuil de pauvreté. Ces gens-là, ce n'est pas des gens qui votent mécaniquement au Front National, mais en tous les cas, ça fait partie de ces bataillons de gens qui sont en dehors du système. Et l'association, je crois que c'est le Secours populaire, a alerté les candidats à la primaire de la droite en disant « mais vous ne parlez pas de ces gens-là ». Et c'est valable pour la gauche aussi. Et tant que les Macron, Valls ou les autres ne parleront pas à ces gens-là, Marine Le Pen peut continuer à dormir tranquille, ne pas faire campagne et rester sur son Aventin. Elle sera toujours en tête dans les sondages. On l'a vu aux États-Unis, Donald Trump a remporté cette élection sur le populisme. Est-ce que ça peut porter Marine Le Pen? Est-ce que ça peut l'aider à accéder au pouvoir? Alors, je vais mettre un bémol dans votre question, si vous permettez. C'est-à-dire que Donald Trump a gagné en nombre de grands électeurs, mais il a perdu en voix. Finalement, dans les décomptes là, qui arrivent définitifs, on s'aperçoit qu'elle a 900 000 voix de plus. Ça veut dire que dans un système français, qui est une élection directe, la présidentielle, Marine Le Pen n'aurait pas pu gagner. Ne gagnerait pas. Ne gagnerait pas. Pour autant, il y a cette vague populiste qui monte. Est-ce que ça peut lui profiter? Évidemment que ça va lui profiter. C'est la candidate anti-système par excellence. Elle a là-dessus une antériorité par rapport aux autres. Les autres peuvent se réclamer d'être anti-système comme Emmanuel Macron, peut-être Nicolas Sarkozy comme le dénonce Marianne et le président Ducouty, mais c'est trop récent. Elle a cette antériorité pour le... Mais il suffit pas de dire, comme je suis contre le système, ou de l'autre côté dire c'est du populisme, c'est du populisme. Il y a des gens, dans le populisme, il y a peuple. Il y a des gens qui vont voter, qui sont exaspérés. Comme l'a dit l'excellent Karl Meus, il y a des gens qui sont exaspérés aujourd'hui. Mais c'est à ces gens-là qu'il faut parler. Et il ne s'agit pas de dire, regardez comme l'autre à côté est méchant, il dit des... Oui, mais... On peut dire ça à condition d'être capable de parler aux gens qui vont voter Trump, qui vont voter pour Marine Le Pen. Et ce qu'on voit aussi bien aux États-Unis avec Clinton, qui n'a pas parlé à ces catégories, ces classes moyennes, paupérisées, qui étaient en rupture de banc. Mais pourquoi la droite et la gauche ne le font pas? Ils ne trouvent pas le discours ou... Attendez, la gauche l'avait théorisé. Vous vous souvenez de ce rapport de Terra Nova en 2012, totalement hallucinant, qui en gros disait bon, de toute façon, les classes populaires, elles votent pas, donc c'est pas la peine que le PS s'en intéresse. On s'intéresse plus qu'aux classes moyennes et aux bobos. Ah bah bravo, comme ça, c'est très bien. Ne parlons plus aux électeurs. Et vous savez, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a considéré il y a maintenant, et peut-être que là on est en train de revenir à plus de réalité, que la mondialisation était un système qui de toute façon apportait le bien à tout le monde et qu'il n'était plus question de le remettre en cause. Ce que ça dit aux États-Unis, comme ça le dit dans la montée de ce qu'on appelle le populisme partout en Europe, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une grande partie de la population occidentale aux États-Unis comme en Europe qui est en rupture et pour lequel la mondialisation est une terreur, pour laquelle la mondialisation est une catastrophe. Donc aujourd'hui, c'est ce paradigme-là qu'il faut inverser. Et tant que aussi bien Emmanuel Macron que les autres à gauche ou à droite n'auront pas compris que c'est le système aujourd'hui global qu'il faut remettre en cause, qu'il faut contester, les populismes continueront à progresser. Merci Éric de Coutty, directeur délégué de Marianne. Merci Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Et on continue à parler populisme économique avec Challenge, notre partenaire pour l'économie.
Et nous accueillons Gilles Fontaine. Bonjour Gilles d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors la victoire surprise de Donald Trump trouve ses racines dans une forme de populisme économique. Est-ce que la France est à l'abri? Évidemment non, Brigitte. On peut même dire que des deux côtés de l'Atlantique s'est développée une faille, une fracture sociétale entre ceux qui profitent de la mondialisation et puis les victimes de la désindustrialisation. En France comme aux États-Unis, des voix s'élèvent pour que l'on mette en place des politiques qui protègent les peuples. Alors évidemment, la victoire de Trump, tout comme la victoire du Brexit d'ailleurs, aura une influence sur la présidentielle française. De là à parler de vagues populistes, il faut quand même être un peu prudent. Pourtant, la France connaît une dégradation de son tissu industriel qui est plus aiguë encore qu'aux États-Unis. Oui, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la courbe s'est infléchie depuis 2010, alors qu'en France, ça se poursuit. Les États-Unis, eux, ont réussi à préserver leur part mondiale des exportations de produits manufacturés, autour de 10%. La France, ça a fondu. Il faut dire aussi qu'en France, l'exposition est quand même plus forte au commerce international, 2 fois plus forte qu'aux États-Unis. Par contre, si on prend uniquement les échanges extra-communautaires, c'est à peu près la même chose, autour de 15%. Donc, faut pas forcément tout mettre sur le dos de la mondialisation. Un dernier élément, si on prend les exportations, ces fameuses exportations chinoises qui ont détruit un tiers des emplois industriels aux États-Unis, c'est simplement 1% pour la France. Le débat se cristallise également sur les inégalités de revenus. Alors, est-ce que sur ce point-là, la France n'est pas très différente finalement des États-Unis? Oui, et puis d'ailleurs, on peut même cristalliser ça, on peut même mettre le focus sur les salaires des patrons, parce que c'est ça qui intéresse beaucoup les opinions publiques. Aux États-Unis, le salaire moyen d'un patron du S&P 500 est passé de 2 millions de dollars à 11 millions de dollars depuis 1980. En France, c'est 5 fois plus depuis 2000, donc balle au centre. Par contre, il faut peut-être pas... tout n'est pas exactement comparable. Si on prend, par exemple, la part des revenus des 1% les plus riches, c'est 2 fois plus en 20 ans aux États-Unis. Et en France, la part a pratiquement pas changé durant la même période. Donc, attention, encore une fois, aux conclusions un peu précipitées. Et puis surtout, un devoir de réserve qui s'impose, de réserve surtout de précision et d'exactitude qui s'impose aux politiques, autant qu'aux journalistes d'ailleurs. Merci Gilles Fontaine.